Et bonsoir à toutes et à tous. Toujours le petit rajustement pour vérifier la régie, que tout se passe bien, que on l'espère vous êtes avec nous pour ce nouveau KatchaCast live. On va parler de l'actu de la semaine écoulée, du plus récent effectivement avec les shows d'hier jusqu'à remonter jusqu'à vendredi avec la firme de Stanford et le show bleu de SmackDown. Mais avant de commencer, comme d'habitude, Mehdi de Death Podcast, votre hôte, et dans la team Death Podcast et plus précisément le KatchaCast Headlock, eh bien j'ai avec moi Michael. Salut Michael. Salut. Et Félix. Hello Félix. Hello. Les habitués sont là et on va commencer sans plus tarder sur l'actualité, et je parlais justement du show bleu, mais juste avant de vous faire des petits plans de projet Blair Witch, je m'en excuse, je vais vous inviter évidemment à si c'est pas déjà fait, à découvrir le KatchaCast si vous découvrez par hasard, et puis surtout si vous avez l'occasion à nous suivre, parce qu'on a un format d'émission, parce que Death Podcast s'appelle pas Death Podcast par hasard, c'est qu'il y a plein d'émissions de podcast, et à nous suivre effectivement sur nos différents nombreux réseaux, d'Instagram à Twitter, Facebook, et puis surtout à vous abonner sur YouTube. Ça, c'est toujours le syndrome du restaurant plein, hein, ça motive les gens. Au début ils se disent mais qu'est-ce que c'est, j'ose pas rentrer, alors qu'en fait la cuisine est fabuleuse. Et en parlant de cuisine, je vais donner tout de suite la parole à notre non pas le commis mais le chef Félix, qui va nous parler donc de SmackDown. Que s'est-il passé cette semaine dans le show bleu? Eh bien, il s'en est passé des choses. Enfin, surtout, il s'est passé une chose en particulier, parce qu'il se passe pas tellement de choses en fait à SmackDown. La première chose, et ce qui a ouvert le tour d'ailleurs, c'est qu'on arrive non pas dans l'arène, dans le Performance Center en tout cas, mais à l'extérieur du Performance Center. Je sais, un kidnapping. Eh ben non. Quoique. C'est la spécialité NXT, ça. Non mais c'est vrai, avec les petits masqués là. Mais peut-être qu'il y a eu un kidnapping des viewers par contre après ce segment. On va voir. Joli. Joli. Oui, mais sauf que le segment il était pas joli. Hein. C'était assez moche. Donc policiers, pompiers sur la scène et Renee Young en mode reporter qui nous dit voilà, il y a eu un accident de voiture, Elias a été renversé, donc Elias le catcheur hein, a été renversé par une voiture, on a même un témoin sur place qui a tout oculé, qui est Braun Strowman. Elle l'interroge, Braun Strowman, oui, j'étais là, je venais au boulot, qu'est-ce qu'il fait à venir au boulot alors que SmackDown Live vient de commencer. Il arrive un peu en retard, le champion universel. J'arrivais au boulot et je vois un accident et donc j'ai appelé la police tout de suite. J'espère qu'ils vont l'attraper, ce salaud, et tout ça. Et justement, on entend des policiers qui arrêtent quelqu'un et c'est Jeff Hardy. Jeff Hardy qui avait l'air bourré, Renee Young, alors qu'il n'a pas l'air juste bourré, il a l'air juste complètement confus de se faire arrêter comme ça par des flics. Et les flics qui l'emmènent, etc., et qui nous disent oui, on a vu que la voiture, il y avait votre nom dans la voiture, vous l'avez louée, etc. Il y avait une bouteille vide dans la voiture, gna gna. Donc, comme ça. Vendredi soir dernier, c'est-à-dire en pleine période d'émeute à Minneapolis et de violence policière. Donc déjà le terrain est pas ouf au niveau actualité, mais chaud. En plus l'histoire c'est que Jeff Hardy il vient de sortir d'une longue période, encore une, de désintox, là pour le coup au niveau alcool. Et il le dit d'ailleurs, c'est très malaisant, il le dit mais non mais ça peut pas être moi je suis sobre, j'ai arrêté de boire, etc. Ah ouais. Mais tout le monde en a rien à foutre, enfin, tout l'accable, etc. Et puis d'ailleurs Renee Young derrière qui suit les flics et qui dit oui mais vous avez l'air bourré quand même, Jeff Hardy. Donc voilà, donc SmackDown commence comme ça. Tout de suite après, on voit toutes les superstars, etc. du roster qui regardent en mode oh là là, c'est affligeant, Jeff Hardy, vraiment, c'est honteux, sérieux, etc. Et donc décision express. Donc Elias est disqualifié du tournoi parce qu'il est blessé. Donc il ne pourra pas combattre contre AJ Styles en demi-finale du tournoi intercontinental. Donc AJ Styles il est content. Mais par contre pour le coup il faut un remplaçant à Jeff Hardy. Alors pourquoi on en disqualifie un et pas l'autre, etc. C'est très bizarre.
il faut un remplaçant à Jeff Hardy. On organise une Battle Royale, on verra qui gagne et qui sera le remplaçant. Et c'est Sheamus qui remporte la Battle Royale. Donc celui qui l'avait battu pour accéder en demi-finale. Donc bon, les gains et les défaites ne comptent pas vraiment. Donc il aura rendez-vous avec Daniel Bryan en demi-finale ce soir-là, le soir même. Mais on passe à autre chose, et on va du côté, il me semble, défi, parce qu'on a Sonya Deville contre Lacey Evans qui se finit en double décompte à l'extérieur, Ouais. parce qu'elles ont décidé de se battre. Très bizarre d'ailleurs Énormément. ce match, ce rythme. Voilà, et puis ça finit comme ça finit en fight et on les disqualifie les deux, enfin on les décompte les deux. Ensuite on a les New Days qui ont leur segment à eux de talk show, qui accueillent Alexa Bliss et Nikki Cross. Elles sont vite confrontées par Bayley et Sasha Banks. Sasha Banks. Petite confrontation, tout ça. Sacha sachant ce qu'est. Et puis Alexa Bliss et Sasha Banks qui se chauffent et Sasha qui dit bah allons-y, c'est parti. Donc petit match entre Sasha Banks et Alexa Bliss. Sasha Banks qui l'emporte notamment grâce à une distraction de Bayley, il me semble. Voilà. Ensuite on a un match Shorty G contre Cesaro. Alors il intervient parce que, si j'ai bien compris, juste après la Battle Royale, Shorty G a dit à Cesaro notamment oui, j'aurais pu gagner cette Battle Royale, vous m'en avez en empêché, etc. Bah, t'as juste perdu, mec, c'est comme ça. Et Cesaro qui lui a dit bah ouais, bah t'avais qu'à saisir l'opportunité, blablabla. Donc petit match entre les deux et Shorty G qui le remporte. Blablabla. Une scène dans la piscine où Mandy Rose rêve d'Otis, mais Otis fait une bombe dans la piscine et la réveille. En l'éclaboussant. Génial. Ouais. Des arcs comme on les aime. Kurt Angle qui dit que effectivement Edge et Randy Orton, ça peut être le meilleur match de tous les temps. Ou pas. Bah, c'est ce qu'il a dit apparemment. Donc voilà. Je profite de ton petit stand-by, Félix, pour savoir, je sais pas si tu as reçu mon message, Michael, mais il me semble qu'il y a encore du souffle. Je sais pas si c'est de ton côté. C'était juste vérifier si tu pouvais couper ton micro un tout petit instant. Donc ça permettra de vérifier. Oui, c'est effectivement. C'est ça, c'est effectivement de ton côté. Félix, je te laisse continuer, du coup. Donc j'en étais où? J'en étais à Kurt Angle qui dit que c'est peut-être le plus grand match de tous les temps qu'on va avoir à Backlash. Bon, on aime bien Kurt Angle, mais on ne le croit pas vraiment. On a du mal. Ensuite, il y a l'annonce que Matt Riddle, le bro, va débarquer à SmackDown incessamment sous peu. Et tout de suite, on a le commentaire de Sheamus qui dit oh là là, encore quelqu'un qui va me prendre ma place. Bah écoute, il y a plein de gens qui ont été virés, donc il y a de la place si tu veux. Et ensuite, la demi-finale, Daniel Bryan contre Sheamus. Et Daniel Bryan qui l'emporte parce que Jeff Hardy, bien qu'il a été mis en garde à vue par les policiers, arrive titubant à la fin du match. Donc Sheamus en mode mais qu'est-ce que tu fous là? Distraction, Daniel Bryan qui gagne. Et ensuite Jeff Hardy qui se jette complètement contre Sheamus, qui se défoule sur lui. Et Rhino pour SmackDown. C'était un rythme très très bizarre, hein. Moi j'ai trouvé sur Les malheurs de Jeff Hardy, c'est très bizarre. C'était très très bizarre au niveau du choix, au niveau des arcs. Le pire en plus dans tout ça, c'est que c'était pas fondamentalement les matchs au niveau exécution étaient pas affreux. Notamment le Daniel Bryan contre aide-moi Félix, mon cher Félix. Votre Sheamus, pardon. Bon après on a deux gars qui sont des cadors, donc il n'y a pas trop de, on va dire il y a pas trop de surprises au niveau de la qualité, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Alors je suis transparent avec nos auditeurs et spectateurs. Moi j'ai regardé uniquement par le biais d'un highlights, donc j'ai pas eu le rythme de l'ensemble de la soirée, mais c'était vraiment particulier quoi. Donc et puis l'arc avec Jeff Hardy, j'étais pas au courant, ce que tu nous as précisé, mais c'est effectivement très très malaisant et je savais pas que il y a double épée de Damoclès sur ce segment quoi. Il y a l'attention sociale
à Minneapolis, parce que même si c'est pas la même chose, j'en suis conscient, c'est beaucoup plus complexe comme débat, etc. Mais c'est quand même un gars qui se fait arrêter pour quelque chose qu'il a potentiellement pas fait. Et puis l'histoire de Jeff Hardy, quoi. Genre, dans la vie réelle, le Bah mec, ouais. il est colo, il Ouais. est devenu sobre, et on en fait un segment. Donc bon, il y a encore le débat de... c'est pas que de la faute de la WWE, parce que c'est lui aussi qui a dit oui. Oui. Ah. Mais quand même, pour une compagnie qui ne veut pas en ce moment que les thèmes de la vie réelle S'immiscent, ouais. dans le pitch, sous-entendu la pandémie de Covid-19, voilà quoi. Bon, Bah, après, y a- c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau qu'on fasse Non, et ça. puis il y a toujours une hiérarchie de la Mais- WWE de se dire tant que ça fait Mais quitte voilà. à faire un peu racole, ouais. Je sais pas si t'as un peu vu toi, Michael, même en speed ou lu des résumés Maintenant sur que ce tu sais SmackDown. Ouais. de cette histoire de Battle Royale. Oui, j'ai vu un peu en speed, juste pour Jeff Hardy. En fait, c'est pas la première fois, vu qu'il avait un Impact déjà, à la Oui. TNA à l'époque. Il avait eu une longue histoire. Alors, faut dire qu'il avait vraiment eu des gros problèmes. Mais sauf que la Le TNA, c'était pas vraiment alcoolique, une mais tout. histoire, quoi. À la TNA, c'est juste que le mec, il était shooté et bourré et qu'il a catché. Oui, Tu vois, sauf c'est que pas- du coup, après, c'est non, mais c'était pas une fictionnel. histoire, mais sauf que du coup, après, ils ont fait plein d'histoires de est-ce qu'on peut lui faire encore confiance, il essayait de revenir, tout ça. Ouais. Les gens disaient ouais, non, on te fait pas confiance que t'es un alcoolique, et lui Oui, disait c'est ouais, vrai. je veux qu'on me redonne une chance. Donc après, eux, ils avaient pas tellement le choix, de toute façon, c'était apparu aux yeux de tout le monde qu'il avait un gros problème. Ah Donc voilà. Ah oui, bah oui. Maintenant, c'est vrai que la WWE, ils en reparlent alors qu'il n'y aurait pas forcément de raison d'en parler, à moins qu'il ait eu des problèmes récemment. Enfin, t'as l'air de dire qu'il revient vraiment d'une. Oui, mais c'est assez récent en fait. Le mec, Ouais, donc. parce qu'il était blessé, mais aussi parce il était alcoolo et qu'il fallait qu'il arrête de boire pour revenir, quoi, en gros. Donc, Ouais, après, à partir du moment où c'est un truc qui se sait de toute façon, c'est pas forcément choquant que ça fasse partie de son personnage. Tu vois. Après, bon. certes, ça se sait d'une partie des fans, mais c'est pas comme à la TNA, comme tu le disais, où c'était devant l'écran, quoi. Ça n'a pas été amené sur la place publique comme à la TNA, quoi. Tu vois ça aurait pu être. Faire autre chose de Jeff Hardy, quoi. Il n'y avait pas besoin qu'on mette sur le tapis que le mec c'était un ancien Ouais, je comprends pas d'où ça sort en réalité. Je comprends pas l'intérêt, voire même l'opportunité de le faire sortir. Donc c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Après le reste, bon, évidemment, il y a des segments de plus ou moins bonne qualité, mais là j'ai ça plus sa construction globale, ça donnait un show très chaotique, quoi. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Même le Shorty D là que je connaissais pas des masses, bon, j'ai trouvé la manière de mettre en avant un peu bordélique. Ouais, c'était bizarre. Ouais, on est d'accord. Non, c'est censé être un babyface et puis il Ouais. vient se plaindre. Et en plus, quand on. Il chlasse Cesaro un peu même plus pas. tard. Mais Cesaro qui lui dit hey mec, t'es dans la big league maintenant. Mm. Non, hey, Shorty. Non, mais ça, ça n'a pas toujours été un babyface. Je pense que c'est un petit peu un. Oui, mais là, oui, Du- Shorty dit, c'est un Du babyface. peu que ce que j'ai vu, ouais, mais c'est con, et c'est un petit peu un personnage à la Jason Jordan, dans le sens où c'est un mec, en fait, c'est difficile d'en faire un babyface parce que c'est un espèce de gendre idéal qui est là, qui est en fait un peu agaçant, en fait. Enfin, Oui, mais son personnage, je pense que ça me surprend pas, en tout cas, quoi. son personnage, il peut pas être mis en avant, quoi. C'est mini John Cena. Ouais. Ok, je suis Ouais, petit. mais Bon. justement, il vaut mieux qu'il soit il à ce moment-là. Donc pour l'instant, malheureusement, à moins que tu aies un dernier post-mortem, Félix, à rajouter sur ce SmackDown, pas grand-chose à en retenir. Si. Bon, je vais peut-être faire d'un débat ce qui n'est pas, mais bon. Si j'ai bien compris en lisant mon récap, je l'ai pas dit parce que ça aurait été une parenthèse de trop, je pense. Mais là allons-y. Si j'ai bien compris, les New Day sont en rivalité ou commencent à être en rivalité avec les Forgotten Sons. Ouais. Et même là, la promo était très bizarre, arrivé avec un récap de NXT, sachant que les New Days étaient sur le plateau de Moments of Bliss, donc qui est l'arc de Alexa Bliss avec sa copine, donc Nikki Cross. Le seul truc que j'ai trouvé vaguement à sauver, même si ça restait assez chaotique, c'est que
justement pendant le show, il y a une intervention, excuse-moi si tu l'as dit du coup Félix, mais de Bayley et Sasha, qui a conduit à un match entre Sasha Banks et Alexa Bliss à l'arrache. Voilà, et qui est en train d'amener une petite, tant bien que mal, une petite rivalité, voilà, et de mettre un peu en branle Alexa et Nikki Cross. Je voulais du coup, pour le... Ouais. Attends, juste, je dis mon truc, je te laisse la parole sans problème. C'était que Forgotten Sons, dans leur clan, parce que je crois qu'ils sont 2 ou 3, il y a l'ancien catcheur de la TNA qui s'appelle Gunner, qui maintenant s'appelle Jackson Riker, et non, c'est pas celui-là, c'est pas ce barbu-là, qui a dit ouvertement sur Twitter qu'il était pro-Trump, en réaction à tout ce qui se passe avec le décès de George Floyd et compagnie. Et c'est-à-dire qu'ils sont en rivalité avec les New Day, qui sont noirs. Ouais, j'aime même pas... Wow, ok, tout va bien. Qui sont noirs, ouais, disons les choses. Là-dessus, quoi. Bon. De toute façon, par rapport à ça, je sais pas si cet individu va rester très... Enfin, à ce que j'ai cru comprendre, il a quand même beaucoup de hits backstage, comme on dit. Ah ouais. Et que apparemment, c'est quand même très bien passé. Alors pour préciser, il a pas simplement pris position pour Trump. Hein. Il a utilisé la catchphrase des Forgotten Sons, qui sont censés être des mecs déjà un petit peu, genre l'Amérique profonde, tout ça, qui agrètent un petit peu. Un peu redneck agenda, quoi. Voilà. Et a un peu utilisé la catchphrase. En fait, il a un petit peu fait la promo. Enfin, il a utilisé un petit peu cette histoire. Et les déclarations de Trump, en plus, il a soutenu, pas simplement Trump, en fait, c'est que Trump a fait s'est montré assez, disons, ferme vis-à-vis des manifestations et tout ça. Il a dit qu'il fallait, que l'Amérique se montre forte et compagnie, et voilà, et qu'il fallait... Et qu'il n'interdisait pas des répressions. Montrer de la violence et compagnie. Et en fait, c'est ça qu'il a soutenu dans son post sur Twitter, tout en profitant pour mettre ça à la sauce du gimmick de son personnage. Donc c'est vrai que c'est très bien passé. En effet, il y a quand même il y a Batista, il y a Kevin Owens, il y a beaucoup de gens, il y a Sami Zayn, il y a plein de gens qui l'ont un peu gueulé dessus. Sami Zayn. Pareil, ça passe très très mal backstage. Donc, après, c'est un peu compliqué pour Vince McMahon qui, lui, ne doit pas être complètement... il ne doit pas être d'un avis très très différent d'être. Non. Enfin, on ne sait jamais vraiment, en fait. Ouais. En vrai, on ne sait jamais vraiment de quel côté Vince McMahon est au niveau politique, au final. Ouais. C'est Non, j'allais simplement préciser des fois qu'il y a des gens qui nous regarderaient ou nous écouteraient et qui ne sauraient pas la WWE et ses dirigeants, enfin en tout cas son vraiment PDG en chef Vince McMahon est un même plus un pro-Trump à ce niveau-là, hein, c'est un pote quoi, c'est vraiment un ami de la famille limite quoi. Oui, mais c'est ça c'est assez ambigu, c'est-à-dire que d'un côté ils sont au niveau des finances et tout, ils sont clairement potes avec Trump et tout ça. D'un autre côté, ce qui est bizarre, c'est que historiquement, la WWE a toujours eu des storylines plutôt à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que, je me souviens qu'on avait parlé dans un podcast il y a quelques temps, mais par exemple, JBL, qui était un personnage de mec de financier très à droite, raciste, qui voulait foutre les Mexicains à la porte. Bon, c'était un heel, je veux dire. Tous les personnages qui sont généralement plutôt à droite sont plutôt heel, sauf, je vois que tu fais un petit geste, Félix. Sauf, du coup, toute l'histoire de Jack Swagger à l'époque. We the People. Pour moi, c'est pas de droite ou de gauche. Pour moi, c'est en fait les storylines et les personnages qui les peuplent, elles sont dans un alignement politique, elles sont populistes en fait. C'est plus du populisme que juste du droite ou gauche. Parce que quand tu regardes. En plus, les grilles ne s'appliquent pas de la même manière. Et puis l'humour de Vince McMahon, c'est de l'humour pipi caca. Donc c'est pas pour dire que c'est l'humour du peuple, mais en gros c'est un peu ça, en mode nos téléspectateurs, c'est pas des CSP+, quoi, tu vois. Alors que c'est pas forcément la vérité. Et puis même les heels en général, il y a plein d'exemples, je pense, qui iraient contre ce que tu dis. Par exemple, Daniel Bryan, qui était censé être un écolo antispéciste et tout ça, c'était un putain de gros heel quoi, quand il était champion avec sa ceinture en change. Ouais, c'est vrai.
par exemple. Non, après, je pense que Ça va dans par les deux. rapport à ce que je, par rapport à ce que je disais, je pense qu'il y a un truc tout bête en fait qui explique la petite contradiction parfois. C'est qu'ils ont quand même, en fait, la WWE, je pense que même si Vince McMahon est à droite et compagnie, la WWE a quand même historiquement un gros public euh, latino et afro-américain et tout ce qu'on veut. Ah, Donc ça, du après, coup, en fait, eux ils peuvent pas vraiment se montrer, même s'ils ont du mal à pusher des Après, catcheurs noirs le- clairement, Line où mais ils sont un peu obligés de se montrer à gauche de ce côté-là, quelles que soient leurs idées politiques en fait, d'un point de vue purement commercial. leur, oui, oui, ouais, oui. ouais, même pour la faire vite et un peu réducteur, même si leur cœur est à droite, leur portefeuille est à gauche, quoi. Mais c'est surtout que les latinos, c'est comment dire, c'est un groupement ethnique qui a pris au niveau part de marché sur ces 20-25 dernières années une part monumentale et pas simplement en termes de pouvoir d'achat aussi, pas simplement dans le Oui, catch, quoi. et puis en plus sur le catch spécifiquement, parce que l'héritage du catch mexicain, Bien etc., sûr, bien sûr, bien sûr. sans partir dans le Ouais, cliché, je j'ai pense que même pas c'est pensé à ça, t'as raison. Hmm. donc, Bon, en tout cas, au moins, on aura pu tirer voilà. quelque chose de pas très réjouissant, mais constructif de ce SmackDown dans le marasme, entre guillemets. On va passer après à la force bleue, à la force rouge, avec Michael, qui va nous donner des nouvelles du front du Raw de ce lundi, Monday Night Raw. Oui, alors donc, je vais m'aider comme d'habitude pour être Oui, parfaitement honnête comme ça, d'un petit récap que je mais trouve. tu as bien Parce que le raison. problème, c'est que ça fait une semaine que je l'ai vu Voilà. et que parfois certains segments qui ne sont pas inoubliables, même avec un récap, j'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai vu. Donc, du coup, alors l'émission commence avec Seth Rollins qui a toujours une attitude un petit peu trop lesque, donc il là s'amuse à dire que Mysterio devrait être un Hall of Fame, qui voudrait même l'introniser lui-même au Hall of Fame, qui même balance un segment un petit peu en hommage à Rey Mysterio, tout ça. Donc on sait toujours pas trop où ça va, mais bon, ça, bon, j'attendrai après pour critiquer. Parce que là, il faut que j'aille, faut que je sois dense. Donc du coup, Il est joueur, on a il est ce joueur. segment. Après, bon, après on a un segment, enfin on a un match qui est plutôt bon entre Aleister Black et Seth Rollins, du coup. Parce que c'est Aleister Black qui vient défendre Mysterio, on va dire. On sait pas trop pour quelle raison. Mais bon. Du coup, c'est Aleister Black qui a son match contre Seth Rollins. Ils ont plutôt un bon match, en l'occurrence. Ils ont pas mal de temps. Raw est revenu à des matchs un peu plus longs, là, donc c'est quand même une bonne chose, parce que ça faisait 2 semaines qu'il y avait des matchs de 5 minutes. Ouais. Il y a quand même des interférences de toute la bande, donc tous les gens qui sont un petit peu dans cette histoire-là, Cario, bon, Murphy et Theory, qui sont toujours les poteaux de Rollins, et Cario qui se retrouve un peu là aussi par défaut, comme Mr. Black. Donc assez bon match. Après, du coup, on interview Angel Garza backstage avec Zeina, qui nous disent que ils ont aucun regret à avoir un peu triché pour battu Kevin Owens la semaine dernière. Après, il y a Shawn Michaels qui nous explique assez subtilement, j'ai envie de dire, que alors, il est censé nous dire que ça va être le meilleur match de tous les temps entre Edge et Orton, sauf que lui nous dit plutôt alors moi je trouve que le meilleur match de tous les temps c'est plutôt un bon défi, on va voir s'il sera à la hauteur, donc il s'est arrangé Ah, un pour peu pas troll, trop, quoi. il a pas trop assumé ce qu'il devait dire. La semaine prochaine ça sera Christian pour info qui aura pour mission de nous faire croire que ça va être un match de tous les temps. Tout le monde va y passer. Donc après, il y a un match. Alors du coup, après, il y a Apollo Crews qui arrive. Alors je l'avais dit la semaine dernière, Apollo Crews, où il allait donner sa chance à Andrade ou à Garza et Owens à l'intervenir, où il allait donner sa chance à Owens et Garza et Andrade à l'intervenir. Donc en effet, il donne sa chance à Owens. Du coup, on a un début de match. Alors d'abord, il y a Owens quand même qui nous dit, qui est assez rigolo, qui nous dit que enfin déjà qui demande à Cruz si c'est pas un peu de la pitié Ouais. de lui donner une chance, mais Cruz lui dit non c'est pas de la pitié, tu mérites et tout, tu le mérites complètement. Owens dit quand même c'est bien parce qu'il tease, enfin il tease pas un peu, mais c'est bien quand il est face et un petit peu pas trop face, donc il nous dit quand même que oui non je suis au courant que je le mérite, merci, ça fait 5 ans que je fais ce qu'il faut pour le mériter, donc voilà, j'ai pas besoin que tu me dis ça. Et il lui dit aussi non, par contre je m'excuse parce que du coup ton titre va avoir été très court vu que tu vas regarder qu'une semaine.
Sauf que bien sûr, il n'était pas question qu'il y ait une issue à ce match, puisque du coup, il commence à avoir un très très bon match, bien sûr, mais qui est interrompu par Andrade et Garza, et qui se transforme en un match en équipe, bien sûr, annoncé par Teddy Long, comme il se doit, comme ça aurait dû être à l'époque. Donc voilà, du coup, ils ont un match qui est bien, mais tout ça c'est un peu court, ça fait 2 matchs je sais pas, en 20 minutes, comme ça, donc c'est pas si génial. Après, on a les Viking Raiders qui continuent leur truc de bowling, alors que moi, j'ai pas énormément vu, j'avoue, parce que j'en ai un peu marre. Mais du coup, voilà, ils continuent. Donc je sais même plus qui a gagné celui-là. Ça, c'est pas très important, on s'en fout. Après, il y a un match entre Billy Kay et Nikki Cross, qui est gagné par Billy Kay, du coup. Pareil, rien de très passionnant. Après, Rey Mysterio, alors c'était un peu le truc important. Rey Mysterio nous fait sa petite update, où en fait, il nous dit qu'en fait, il est pas sûr. J'ai pas compris ça, parce qu'on lui demande s'il va prendre sa retraite dans ce rôle, mais c'est assez évident qu'il va pas prendre sa retraite dans ce rôle, parce qu'il est juste dans un segment, enfin, c'est bizarre, enfin. Mais bon, il est toujours été qu'il prend pas sa retraite. Par contre, la surprise, c'est qu'il y a Dominique à côté de lui. Giant Dominique, tel qu'on l'appelle. Et ce qui est un petit peu grillé, c'est qu'en fait, Dominique, alors Rey Mysterio est un peu énervé, tout ça, mais il est plutôt dans la diplomatie, et Dominique, lui, est beaucoup plus énervé contre Seth Rollins. Et quand Rey Mysterio, parce qu'il y a des gens qui pensent que Dominique va attaquer Rey Mysterio et prendre et devenir plutôt avec Seth Rollins, parce que ça serait assez rigolo comme twist. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Dominique, qui est encore un petit peu jeune et qui débute disons, en acting et tout, quand Rey Mysterio part, il le regarde un peu quand même en mode genre, je vais te tuer à la première occasion. Donc je crois qu'il a grillé le truc, en fait. Mais bon, peut-être pas. Hein. En plus, c'est comme ça, ils peuvent changer d'avis d'une semaine à l'autre. Donc voilà, donc Dominique a l'air d'être... Pour l'instant, ça donne l'impression que c'est plutôt Dominique qui est en égalité avec Seth Rollins, donc pourquoi pas. Après, je suis pas sûr qu'il soit prêt au niveau du catch et tout, mais on verra. Après, il y a R-Truth qui reprend son titre à Rob Gronkowski, donc son titre 24-7, c'est pas très important non plus. Nia Jax qui bat Kairi Sane dans un match qui est vachement monté parce que il se trouve qu'elle a assassiné Kairi Sane aux enregistrements et qu'ils ont dû un peu monter le truc pour pas trop que ça se voit. On la voit quand même balancer Kairi Sane sur les marches en acier assez violemment. Mais après, c'est un peu monté. Kairi Sane est un peu morte sur le ring. On passe à autre chose. Après, on a Randy Orton qui nous fait encore une promo. C'est un peu toujours la même chose. Qui utilise encore vachement les légendes et tout. Voilà, qui fait suite à ce qu'on avait la semaine dernière. Et on finit par un très bon match, Asuka Charlotte. Mais qui, bien sûr, est interrompu. C'était vraiment très très bien. En plus, avec des super prises de soumission, des enchaînements de soumission. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Sauf que bien sûr, il est interrompu par Nia Jax, qui est la contendeur de Asuka, et qui bien sûr s'est fait le maquillage de Asuka, ce qui lui va très bien. Et qui voilà, qui tabasse un peu Asuka, et puis voilà. Et en fait, alors moi je pensais que ce serait main event, parce qu'en fait, ça aurait dû être le main event, mais en fait, il y avait encore un truc Drew McIntyre contre MVP à la fin. C'est tellement interchangeable, c'est pareil toutes les semaines en fait, donc voilà, Claymore, tout ça. Lashley qui intervient. Alors, sauf que, pour la petite anecdote rigolote, à la fin, ça devait se terminer sur Lashley qui faisait la soumission, ouais, l'espèce de prise. Full action. Ouais, ça doit être ça, ouais. L'action man le plus grand de tous les héros. Le truc de Chris Master avant, qui avait d'ailleurs visiblement volé Chris Master. En fait, il a battu Chris Master pour pouvoir l'utiliser. Enfin, dans un podcast, ils ont rappelé ça. Il y avait une storyline, une feud entre Chris Master et Bobby Lashley, où il avait eu le droit du coup de prendre son truc parce qu'il l'avait battu avec. Donc là, il doit faire ça à Drew McIntyre à la fin. Sauf qu'en fait, ils ont coupé parce qu'ils étaient un petit peu en retard. Et on avait juste le début, Drew McIntyre avait l'air de tomber complètement dans les pommes. Et en fait, ils n'étaient pas contents, ils ont dû expliquer après, parce qu'ils veulent que Drew McIntyre il est très très fort. Et du coup, il n'a pas eu l'air fort à la fin. Donc après, il a fallu, comme il y avait après Backstage, qui est une émission d'interview après, ils ont bien précisé, ah non, mais vous n'avez pas vu, mais en fait, Drew McIntyre n'était pas KO, il s'est réveillé après, il est très très fort, vous inquiétez pas. Donc ça, c'était le détail un peu ridicule. Et voilà pour cette semaine. Félix, tu as un peu vu de loin, pas du tout ce Raw ? Ouais.
Oh, bah oui, c'est toi, Félix. Je crois que t'es le seul sur le live à t'appeler Félix. Oui, j'ai j'ai vu le top 10. Et puis j'ai vu la promo de Rey Mysterio et de Dominique là en visioconférence là. Œil pour œil. Pas mal. Ça c'était plutôt pas mal avec le cache-œil de pirate. Ouais. Puis Dominique qui la joue loi du talion. Le matelot Dominique. Bon, pourquoi pas, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée de Michael par rapport à la trahison directe. Oui, enfin. Après, faudrait commencer sa carrière comme un heel, comme un face. Donc, ouais, et puis faudrait endosser le truc, hein, parce que Dominique, il a quand même le fils de Rey Mysterio, machin. Ouais, puis il a une tête de mignonnet, hein, même s'il lui met un masque. Ouais. Je veux dire, les gens garderont sa tronche de face, donc c'est. Après, c'est surtout, pour moi, l'inquiétude, c'est est-ce qu'il il doit être très jeune. Alors, je suppose il a des bons modèle, mais est-ce qu'il va... Enfin, moi, je pense pas qu'ils vont le mettre dans des matchs solo non, c'est sûr. Tout de suite, genre contre Seth Rollins et tout. Je pense que ça va plutôt être des matchs en équipe, là, où il va être avec des faces ou avec des heels, mais... Mais c'est pour ça que c'est pas déconnant ce que tu proposes. S'il rejoint genre la troupe de Rollins, ça lui permet d'être vraiment sous-commandant en chef de la troupe. À voir, mais je sais pas, séduisant, mais pour l'instant, moi, j'y crois moyen. Excuse-moi, du coup, Félix, je sais pas si t'avais vu d'autres trucs dans le récap. Non. D'accord. Bah je vais emboîter le pas. Alors autrement plus, alors c'est pas difficile malheureusement, même si ça devient un running gag. Autrement plus convaincu par ce Raw que le SmackDown. Globalement, j'ai passé plutôt un bon moment. Pareil, hein, pour info, on est transparent avec vous. Moi, je vous avoue qu'il y a que trois shows, dont un dont j'attends le retour, qui est la NJPW que je regarde en entièreté avec la EW et la NXT. Faut faire des choix. Moment, il y a que 24 heures à ce qui paraît dans une journée. En tout cas, ouais, voilà, ce Raw, même en récap, marche plutôt bien. J'en parlais tout à l'heure. J'aime bien le côté d'une fédé à l'autre, pas d'une fédé, mais d'une faction à l'autre, de mettre un peu en branle aussi l'hégémonie de Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc Alexa Bliss qui prenait un coup avec dans SmackDown avec Sasha Banks et qui là prend un coup avec Billie Kay. Donc voilà, c'est basique, c'est pas du catch de dingue, mais voilà, j'aime bien comment ça se construit doucement mais sûrement. On attendra de voir la suite. Encore une fois, très malaisant. T'as insisté là-dessus, Michael, a raison. Le matraquage de Kairi Sane, ça devient insupportable, quoi. Notamment précisément par Nia Jax, déjà pour laquelle j'ai aucune sympathie, aucune empathie, qui ne me convainc pas non plus niveau capacité de catch. On a déjà un peu craché sur Nyla Rose, mais qui est autrement plus capable à mes yeux que Nia Jax, même dans ses plus mauvais moments, comme on a pu voir sur certains pay-per-view à EW. Et sinon, globalement, plutôt convaincu par ce show. Le match Aleister Black Seth Rollins aussi, m'a pas complètement transporté, mais j'ai trouvé sympa. Et le match féminin, ouais, pour moi c'était une crétinerie sans nom de l'interrompre, de la même manière que le match à NXT féminin était interrompu lui aussi entre Rhea Ripley et Io Shirai. Enfin voilà, globalement plutôt un bon feeling sur ce show de Raw. Après, moi c'est un problème que j'ai encore plus à NXT, parce qu'à NXT je trouve que c'est plus inexcusable vu que c'est censé quand même être une émission centrée sur le catch. Mais même à force on finit par ne plus jamais, quand il y a un match, même pour un titre, comme là il y avait quand même un match pour le titre américain, on sait, comme c'est des matchs à la télé, on sait qu'ils vont pas se terminer en fait, donc à la limite on n'a même pas envie de les voir, parce que on finit par avoir l'impression que les matchs sont juste là pour être des excuses pour promouvoir des rivalités sans fin. Ouais. Donc ça finit par être un peu fatigant d'avoir des débuts de match en permanence. Ça c'est quand même un peu agaçant, quoi. En plus, alors, moi, ce que je voulais dire aussi, du coup, j'avais pas trop commenté parce que je devais faire les cap, mais bien sûr. il y a des gens il y a toujours un problème quand même à Raw de booking bizarre par rapport aux gens. C'est-à-dire que moi, je trouve ça toujours très mauvais quand un catcheur se retrouve dans une rivalité se retrouve dans des matchs dont c'est pas la rivalité. En général, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que
t'es dans un match, mais c'est pas ton histoire. Donc en gros, tu sers à rien, quoi. Et là, on a par exemple Aleister Black, qui est là, qui a ses matchs contre Seth Rollins, mais sauf que l'histoire, c'est Rey Mysterio, donc en fait, et il a même pas un lien avec Rey Mysterio. Donc en fait, il est juste là pour rien, c'est-à-dire que cette histoire ne mène nulle part pour lui. Non, c'est pour lui redorer Donc, en fait, son on a blason, l'impression- mais ouais, ça a aucune cohérence, je suis d'accord avec toi. Ils sont morts. Et... Moi, j'ai pas entendu. Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts ensemble et sont revenus du pays des morts. Le mec. Oui, oui, il y a ça. Si vous pouvez utiliser ça. J'ai pensé à une storyline géniale s'il y avait M. Night Shyamalan qui bossait là, putain, il ferait une histoire où en fait ils sont vraiment morts en fait les jours du minute de mec. Ah, ce serait trop Mais bien. ils le savent pas. Ce Ça serait serait trop bien. super fort. Et Dominique, c'est Bruce Willis. Voilà, Dominique de Bruce en termes de charisme en plus. Non, mais pour dire pareil que par exemple typiquement dans le programme pour le titre américain, il y a Apollo Crews qui est champion, tant mieux pour lui. Donc est-ce que Owens est censé être son rival ou pas? Je ne sais pas. Étant donné que c'est un face aussi, le problème c'est que le souci qu'il y a, c'est que c'est pas tellement par exemple que ce match entre Owens et Crews il se termine pas, alors qu'il était parti pour être super génial. C'est que je pense même pas qu'ils vont le refaire ce match. C'est-à-dire qu'en fait, ce match, ils s'en foutent. Ouais. Parce que de toute façon, c'est deux faces. Donc en fait, ce match que tout le monde voudrait voir, la WWE, ça les intéresse absolument pas de le faire. Parce que de toute façon, c'est pas comme si à Backlash, on allait avoir Kevin Owens contre Apollo Crews. Enfin, je peux me tromper. Mais a priori, ce qui les intéresse, c'est les interactions avec les Heels. Sauf que les Heels, c'est une équipe. Et donc, je vois pas trop. En fait, je comprends pas trop où ça va. En fait, c'est entre ces quatre-là, je comprends pas trop où ça va. Parce que Ouais. Andrade et Garza, ils devraient plutôt être dans la compétition pour à la limite le tag team, ce serait plus intéressant. Et enfin, c'est vraiment un peu foutoir. Il y a un côté, bon, bah, on va foutre tous ces mecs-là dans un truc, puis on verra ce qui se passe après. Donc c'est pas très organisé, quoi. Donc tu sens qu'il y a vraiment un truc à long terme, là, c'est un peu gênant. Ouais, globalement, pas grand chose à rajouter. C'est vrai que là où on gagne un petit peu plus en organisation globale, on perd en cohérence de booking, mais bon. Après, on va pas non plus bouder son plaisir, parce qu'il y a quand même des jolis morceaux de bravoure, et la promesse du match de Owens Apollo Crews, c'est vraiment dommage, effectivement, mais bon. De toute façon, j'ai l'impression que Owens, on prêche un converti avec Michael, est un peu assigné à résidence pour être cette espèce de passeur, mais passeur en mode ingrat, contrairement à un John Cena ou autre. On vous invite à aller regarder les émissions où Michael s'est longuement épanché sur le sujet, sur le sadisme et l'acharnement autour de Kevin Owens. Voilà. On vous laisse aller écouter ça ou voir ça sur la page YouTube. Je crois qu'on a fait le tour pour Raw. On va doucement se diriger vers NXT, sauf avis contraire de votre part. Tout va bien, on continue. NXT. I have goosebumps on my goosebumps, comme dirait ton cher ami Mamma Mia. Eh bien, c'est parti pour mon récap express. Je vous laisse en tant que maître Capello, mais aussi chez vous, vérifier si effectivement je tiens bien la barre des 3 à 5 minutes. Hein. On va être clément, on va aller jusqu'à 5 minutes, évidemment. Donc je suis parti dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, Candice LeRae ouvre le show face à Mia Yim et le public de NXT s'est transformé en tribune de hockey sur glace avec plexiglas. Bonjour, c'est Olivier de Carglass. Oui, je sais, j'aime beaucoup la rime riche et c'est pas Félix qui va me contredire. Candice est étourdie parce qu'elle arrête pas de glisser sur le dos de Mia Yim et de lui appliquer des swanton. Oups. Pour calmer le jeu, donc le match devient une espèce de mix match Keith Lee et Mia Yim après un décompte de 10 à l'extérieur des deux donzelles entre donc Keith Lee, Mia Yim et les Gargarets, comme j'aime à les appeler, le couple Gargano-Candice LeRae. Keith Lee, telle une Dora l'exploratrice, se trouve un nouveau sac à dos, en la personne de Candice LeRae, qui vient l'empêcher de se la jouer déménageur breton avec son mari. Gargano, lui aussi très étourdi, trouve un appui-tête parfait sur les pecs de Keith Lee et veut lui rendre l'appareil en lui faisant tester ceux de sa voiture. Mais il est très étourdi, comme je vous ai dit, et donc, comme son épouse, il dépose les clés de la bagnole non pas dans la main de Keith Lee, mais sur son front et dans les globes oculaires. Oh là là.
Jr. Candice profite de cette nouvelle amitié et chamaillerie en mode mec, elle est où ma caisse, pour réaliser un tombé de 3 sur Mia, victoire des Gargarets. On continue avec Dexter Loomis qui travaille ses talents de regard fixe et perçant en mode attention, tu as peur. C'est super efficace, comme dirait Ravage et ses copains dresseurs de Pokémon. Se sentant incompris face à son intervieweuse, on termine donc sur un cliffhanger Crayola. Drake fait sa promo sponsor, quant à lui, pour les valises Samsonite. Au final, on saura pas trop s'il souffre d'un rush de sucre dans le sang, vu qu'il arrête pas de parler de cookies en mode maniaque, ou si sa valise est remplie d'ecstasy, vu comment il est remonté. Sortie en école de commerce pour Adam Cole et ses potes de l'Undisputed, à moins qu'on soit sur un plagiat de Maître Gims en mode sapé comme jamais. Ah non, on me dit dans l'oreillette que c'est simplement une promo pour le In Your House. Beau comme des camions, il s'engouffre dans une limousine. C'est beau ce contraste. Velvet in Dream, quant à lui, fait du roller et se la joue frottman et montre son affection au poteau en faisant des selfies en mode hashtag nous n'avons pas les mêmes rillettes Adam et hashtag nous n'avons pas les mêmes valeurs accessoirement. On termine la promo sur un revival. Non, pas ceux-là, ils sont partis. Ce revival, c'est celui du miroir de la sorcière de Blanche-Neige avec Prince à la place du visage du miroir. FFF, fun fact français, il y a des images de NXT Paris dans la promo. Woot woot. Dexter Loomis a terminé son coloriage entre temps et on voit les Undisputed attachés à l'arrière de son van. Flippant mais coloré. Swerve contre Tony Nice, les deux hommes sont au coude à coude et veulent en découdre sans machine à coudre. Pardon, excusez-moi, un peu trop d'impro. Et on voit arriver donc Conor McGregor. Ah non, là aussi on me dit dans l'oreillette qu'il s'agit de Gallagher qui tente de distraire Swerve et qui échoue parce que finalement tombé de 3 sur Tony Nice. Et voilà, tac tac badaboum, bonsoir. Strongfish contre Lorcan et Burch et surprise, toutes d'aluminium vêtues, des cosmonautes arrivent en mode gogo dancer. Il s'agit de Breezango qui débarque. Ces derniers donc dans ce triple tag team s'avèrent sautillants et sémillants jusqu'à ce que Loomis tente son regard à travers le plexiglas. Là, Olivier de Carglass ne pourra rien faire parce que l'impact est bien plus gros qu'une pièce de 2 € et en effet tombé de Fandango sur Fish pour la victoire. Les Imperium viennent à provoquer les vainqueurs et les Indus Share rajoutent leur grain de sel. Les Indus Share, pour rappel, c'est la tag team indienne gérée par Malcolm Bivens. Je le dis parce que perso, je les avais complètement oubliés. Musique Feu de l'amour, s'il vous plaît. Meubler son intérieur, c'est bien. Meubler son interview, c'est moins bien. C'est le cas de Chelsea qui vire Robert, sans s'être senti pousser des ailes après son tag team avec Charlotte la semaine passée. Mais Robert n'est pas homme à se décourager et il retrouve une motivation en allant soutenir Aliyah face à Santana Garrett. Il mise sur la bonne catcheuse ou pas, car Aliyah perd. Mais leur amour lui sauvera peut-être les meubles. On passe ensuite donc à une nouvelle promo de ouf de Yoshirai. Yo, je t'aime, mais par contre, fais gaffe, t'as un petit peu piqué le Going Under de Evanescence en termes de visuel. Moins chiadé, mais tout aussi sympa, Rhea Ripley, quant à elle, prépare son shaker de prot, Choco Banane, tandis que Charlotte récape sa carrière. Cameron contre Bronson, Cameron Grimes prend cher mais gagne sans encombre. Chris Cross arrive, et non pas Chris Cross évidemment, Karrion Cross, et il vient se défouler sur Bronson et la caméra en mode prenez un chewing-gum Emile quand même. El Hijo del Punisher face à Drake Maverick pour la finale effectivement du titre Cruiserweight, un match sous le signe de la résilience, comme on dit en mode psycho de comptoir pour Drake. Ce dernier en profite aussi pour tester ses meilleures grimaces. Alors soit il est jeune papa, soit il est devenu tonton il y a peu, mais c'est pas possible autrement, même dans le catch. Et El Hijo de la Powerbomb s'en donne à cœur joie sur Drake jusqu'à l'arrivée des kidnappeurs masqués du parking, tradition NXT oblige. C'est finalement Drake dans un élan de bravoure qui en fera les frais, car Fantasma en profite, compte de 3. Final émouvant, avec contrat au bout délivré par Triple H himself. L'arc narratif est réussi. Ok, l'arc humain de baser une gimmick sur un faux licenciement en pleine période massive de professionnels licenciés à la WWE et ailleurs, dans le catch, ça par contre on repassera. Voilà, c'était mon récap donc de NXT. On va en parler de tout ça ensemble, de voir ce que vous en avez pensé dans sa globalité. Qui est-ce qui se sent de se lancer sur le show jaune, si je puis dire, de la WWE? Ah, tandis qu'on a perdu le visage de Félix. Mais la voix est là? Oui. Mais on ne peut pas garder ton visage? Non. Ah, dommage. Pas ce que de faire. D'accord. Ouais, Michael, peut-être. J'étais muté, mais ouais, pour Prince, c'est quoi le
Bah, il y a, le deal, c'est quoi le concept bah, il y a un moment, tu sais, il y a, enfin, tu sais pas, peut-être, il y a une promo, ils se Non, regardent. mais. Oui. Oui, non, mais j'ai vu, mais je me suis demandé pourquoi. Ah, pourquoi Pourquoi? avoir sorti ça? Bah, parce que le perso est clairement inspiré de Prince, quoi. Ça, c'est Captain Mais je sais pas, mais Obvious, c'est hein, pas gênant, ils ont le droit de faire ça. mais c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment la gueule de Prince, hein, dans le. Oui, mais même, enfin. Ah oui, Je sais pas, niveau. Très bonne question. je trouvais Je. ça bizarre, en fait, je sais pas. Je saurais pas du tout te dire là-dessus. Qu'est-ce que Sinon, tu ouais, en non, retiens, ouais? NXT, j'en retiens pas. En ce moment, j'en retiens pas énormément de choses. J'ai eu beaucoup de mal avec Rockstar Spud, moi, donc j'aimerais bien, j'aimerais bien lui pardonner sa sale tête, mais non, mais c'est horrible parce que c'est gratuit, quoi. Mais c'est son espèce de rictus avec sa bouche, là, je peux pas, quoi. Je trouve C'est insupportable. meilleur quand c'est gratuit. Son accent, je peux pas le supporter. Enfin, il est quand même très délicat. Après, tout ça, je pourrais l'accepter parce que c'est complètement juste moi qui suis un gros connard, en fait, c'est pas de sa faute. Mais ce qui me gêne énormément, le vrai problème avec lui, c'est que il a l'air, au final, assez bon techniquement dans un ring, parce que ses matchs avec Kushida et là avec Hiro et le Fantasma, c'est quand même pas mal. Mais en fait, je peux pas le prendre au sérieux parce qu'il vend. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment dans le match où littéralement il pleurait. Genre, il vendait en pleurant. Enfin, je dirais, si en tant que catcheur, on se présente en permanence comme un mec qui est hyper ridicule et qui ne réagit pas du tout comme les autres catcheurs, c'est difficile d'accepter qu'il bat tout le monde et qu'il est. Enfin, à un moment donné, je peux pas le prendre au sérieux, quoi. J'arrive pas à le prendre au sérieux parce qu'il vend beaucoup trop. Il vend toujours comme si on le torturait ou qu'il allait pleurer et partir dans les jupes de sa mère, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'il passe un peu à autre chose parce que c'est juste c'est bizarre, quoi. C'est vrai que sur celle-là, j'ai moins d'éléments de comparaison. Je pense que Félix voudra probablement réagir hein, sur ce que tu viens de dire. Oui, bah, ça tombe bien que je réagisse là-dessus parce que c'est le seul segment de que j'ai regardé. que j'ai vraiment regardé. Enfin, si j'ai vu l'intervention de Chris Cross là, Karrion avec Cross. son regard Perçant. Ouais. le tueur. C'est Karrion le tueur. Donc oui, pour le match Fantasma et les Rodal Powerbomb et Rockstar Spud. Déjà, rien que pour commencer, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une entrée et un match de Drake Maverick. Mhm. Et Stick, en mode rap pour pauvres, ça ne lui va pas du tout, déjà. Parce que même s'il s'appelle plus Rockstar Spud, il s'habille comme Rockstar Spud, et le mec, c'est plus un petit rocker de merde qu'un petit rappeur de merde. Donc je trouve ça complètement incompatible. Ouais, c'est un peu Johnny dans le miel et les abeilles, quoi. Ouais. Et ensuite, oui, je suis d'accord avec toi pour le coup. Là, le selling de Rockstar Spud, pardon, de Drake Maverick, il était vraiment tellement insupportable, j'en pouvais plus. Alors que j'aime beaucoup Drake Maverick, hein, Oui, c'est pour ça. Hein. Et dans le passé, il n'est pas réputé pour vendre comme ça. Ça me rappelait les premiers jours de Osprey à la New Japan quand il voulait en faire. Ouais, c'est. Enfin, les peu... premiers jours ou quand il a, ouais. quand il a surtout été mis en avant récemment, ouais. Mm. Après, il s'est un peu calmé. Il a mieux dosé la chose. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, il en donne trop parce que ça rentre dans son personnage de victime. Ouais. En mode, ah, j'ai été viré, c'est ma dernière chance, machin. C'est mon dernier match à la fin de ma carrière, gna. Ah, mais c'est aussi son style parce qu'il est toujours hyper, quand il fait ses promos et tout, il est toujours hyper over the top, quoi. Je veux dire, il est toujours dans le surjeu, il en fait toujours des pataquès, quoi. Donc c'est vraiment son style, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment beaucoup, hein. Là, c'est au desservice du match, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, ça. Et puis la fin, on s'y attendait tous, que c'est Fantasma qui gagne, mais c'est Maverick qui a le contrat. Genre il est en pleurs, genre tout le monde en mode ah trop fort, machin. Alors moi je m'y attendais pas. Ouais, moi non plus, je t'avoue, pour te contredire, je m'attendais à ce qu'il gagne le titre. Ah si, ouais, je t'assure. Moi aussi, parce que je t'assure. Moi je trouve qu'en fait le problème de ce genre de booking, c'est que toute l'histoire du tournoi, c'est Drake Maverick. Toute l'histoire du tournoi, et je dirais même plus que non seulement toute l'histoire du tournoi c'est Drake Maverick, mais en plus au final on s'est beaucoup plus intéressé à sa partie à son bracket,
Parce que Blue Bracket, en fait, il n'y a pas tout de problème. Et c'était surtout de son côté qu'il y a eu le triple threat à la fin, qu'il y avait Kushida, qu'il y avait plein de trucs, qu'il y avait Atlas aussi. Donc, du coup, il y avait plein de trucs. Donc, toute l'histoire était de ce côté-là. Donc, le problème, c'est que si au final, il ne gagne pas, ce qui est débile, c'est qu'en fait, Héros des Fantasma, il a 0 moment. Enfin, limite, en fait, on l'a à peine remarqué dans ce tournoi et au final, c'est lui qui gagne. En tant que personnage, ça n'a aucune espèce de pertinence. Quoi. Ça devient insignifiant pour tout le monde en réalité, parce que même à l'Héros des Fantasma, je me disais, mais quel intérêt, enfin, ouais. C'est le syndrome de personne n'est perdant, tout le monde est gagnant, quoi. Bah, pas vraiment, hein. Là, en l'occurrence, ça marche très mal, quoi. Non, oui, nous, en tant que spectateurs, oui, voilà. Oui, mais ça marche très rarement, tout le monde est gagnant, tout le monde a un trophée, tout le monde est premier. Ça marche pas pour un médium comme celui-là, quoi. Non, mais pour être dans la continuité de Michael, c'est là où vraiment je te reprends quand tu dis tout le monde s'y attendait. Non, je m'y attendais pas parce que je me disais quitte à aller au bout de leur délire, autant couronner Maverick et puis on aille au bout du truc, on aille déjà au bout du mauvais goût comme je disais tout à l'heure, du fait de faire un booking pareil non fondé sur une période pareille où on le rappelait sur une émission précédente où il y a eu énormément de licenciements, et en plus au moins comme le disait Michael, là où on a vraiment bâti les fondations autour de son personnage. Même Kushida qui est vraiment au top, plus au top que jamais, puis qui est en train de vraiment faire ses marques et être hyper à l'aise. Il est impressionnant, il a été impressionnant tout du long du tournoi, et en plus il est même allé jusqu'à porter Drake et Jake Atlas sur les matchs précédents. Et ben il en sort rien, quoi. Il en sort une espèce de petite réplique de nice guy. C'est un good boy pourtant. Ouais, oui, non, mais clairement. Donc c'est pour ça que là, quitte à aller au bout, autant y aller vraiment jusqu'au bout. Et c'est pas le cas, c'est dommage. Et d'un point de vue narratif, ce qui est horrible, c'est que à la limite, je lui souhaite pas du tout ça, mais si à la limite Rockstar Spud de Drake Maverick avait été viré, encore narrativement, ça fonctionnait parce qu'il avait fini par. Il avait été jusqu'au bout, il avait vraiment fait tous ses efforts, et puis au final, c'était un peu le drame, il n'avait pas réussi, et il perdait son job, et il avait fait une sortie quand même avec plein de cœur et tout. Sauf qu'au final, il a quand même perdu, mais il est toujours là, mais qu'est-ce qu'on fait après? Genre, il a une rivalité contre Héros des Fantasma. Non, il va avoir un match contre Kushida dans un avenir proche, déjà, probablement. C'est ce qui s'était promis. Oui, mais là, ça y est, Kushida, il a fait son job, il va vouloir gagner quand même, c'est normal. En plus. Ouais, non, là, il va gagner là-bas. Enfin, sinon, ça, le problème, c'est que Rockstar Spud, en fait, là, il a gagné des matchs parce qu'il y avait le hype de est-ce qu'il va perdre son boulot ou pas. Mais en temps normal, il n'y a pas de raison qu'il gagne des matchs. Donc, du coup, il va rester pour être jobber, en fait. Donc, après, pour lui, je pense qu'il est très content. Hein. Et puis, tu parlais de mauvais goût, Mehdi, aussi, par rapport à cette histoire de licenciement, tout ça. C'est un détail, encore une fois, mais ça m'a beaucoup choqué, perso. Et puis, en plus, voilà, au niveau travail, je trouve que en ce moment, c'est un peu la merde. Et là, Triple H arrive avec son contrat, et même pas vas-y, lis-le, machin, on regarde les termes du contrat et tout. Non. Ouais, c'est la. Contrat, donc signe-le tout de suite qu'on en finisse, tu vois. C'est ça, ouais. Moi, je me suis trop dit, si ça se trouve, en fait, ils lui ont baissé son salaire de 80%, il a même pas lu comme un ego. Non, mais direct, carrément. Ouais, voilà. Carrément, il y a que de l'imagerie du monde du travail assez abject de bout en bout. Et je trouve même, quitte à aller au bout de l'idée, qu'ils auraient été gagnants, comme le suggérait Michael, de le virer et de le faire revenir ultérieurement. Je pense que ça aurait été plus pertinent globalement. Et voilà. Mais bon, bref, de toute façon. En plus, c'est pas comme si c'était sans précédent. Ils peuvent s'inspirer de plein de trucs. Il y a plein de. À la TNA, il y avait Eric Young, avec tout le mouvement des fans qui disait ne virez pas Eric, ne virez pas Eric. Donc il y avait cette storyline là sur laquelle ils pouvaient se baser. Il y avait Grado à l'ICW en Écosse où il avait fait tout un truc pour se faire booker à la ICW et il était devenu leur main eventer à la fin. Donc il y a preuve que même en étant perdant, mais en jouant bien son jeu, en jouant la bonne carte de ok, on va organiser les trucs, mettre en scène sur le long terme et tout ça, on peut en faire quelque chose de ce gars-là si vraiment vous voulez le garder parce que vous avez décidé que le mec il était charismatique, qui savait exprimer son émotion, etc.
Sauf que là, ils enterrent le truc, quoi. Ouais, Ils enterrent le truc, complètement. en fait. C'est en mode arrêtez de nous faire chier avec nos licenciements, ça y est, voilà, il a eu sa petite histoire, il a pleuré vite fait, mais il a eu son contrat, donc arrêtez de nous Ouais. emmerder. Quoi. Sinon, dans la série des plâtres à essuyer, et je rebondis encore une fois sur une des remarques de Michael, sur la déception par rapport à NXT qui est clairement qui devrait, je dis bien devrait vraiment particulièrement briller par rapport à son catch parce que les arcs narratifs sont autrement moins poussés ou on exige moins qu'ils soient moins poussés en tout cas que qu'à Raw ou SmackDown. Ça a été le grand n'importe quoi. Alors je vous parlais d'un moment où effectivement il y a un décompte de 10 pour Candice LeRae et Mia Yim avec ensuite un tag team match complètement foireux. C'est surtout ce qui s'est passé avant que j'ai vraiment éludé très rapidement, c'est qu'il y a eu une espèce de fight avec la moitié du roster féminin auquel s'est greffé Tegan Nox, Shotzi Blackheart et du côté des Heels, comment ça s'appelle, Gonzalez et Dakota Kai. Donc non quoi, non, pas par pitié quoi. Pas... Et le match, je commence à m'inquiéter un petit peu pour. C'est étonnant de la part d'NXT quand même, mais je veux dire, bon, enfin, les matchs mixtes ça peut être rigolo, mais en général c'est quand même plutôt du catch fun, plutôt mainstream, enfin c'est voilà, surtout la bleue quoi. Et là c'est un peu étonnant qu'ils aient l'air presque, enfin, la façon dont ils présentent toute cette histoire entre Mia Yim, Keith Lee, Gargano et Candice LeRae. On a presque l'impression qu'on oublie un petit peu. On a l'impression que le match entre Gargano et Keith Lee, c'est pas vraiment le truc important. C'est plus important, plus, ouais. Ces derniers temps, Keith Lee arrive toujours genre ah tiens, Keith Lee, là je l'ai même pas vu arriver, il est sur le ring soudainement. Genre on a l'impression qu'il fait partie des meubles, il a toute l'importance alors qu'il est quand même champion d'Amérique nord-américain, ouais. Et du coup, cette histoire finit par un petit peu cacher les catcheurs qui sont à l'intérieur, qui seraient beaucoup plus mis en valeur dans une storyline classique à deux, quoi, je veux dire. Ouais, ça émousse tout le monde, je suis totalement d'accord avec toi. Keith Lee le premier, Gargano aussi, Candice LeRae pareil, enfin voilà, c'est vraiment foireux, quoi. Voilà, c'était pour le souligner quand même. Après, par contre, moi c'est mon petit péché mignon, mais les promos, moi j'aime beaucoup. Vraiment, ils sont très très bons à NXT. Ils se démènent, hein, je vous invite vraiment à aller voir. Et comme je trollais un petit peu pour Yoshirai, je l'adore over the top, mais sa promo est encore vraiment géniale. Même si c'est un copycat T'as oublié Okada dans ton récap. Oui, tu nous avais dit ça en off, mais genre il fait partie des images de récap, oui, quoi, on de voit sa carrière. Quand même, mais c'est bizarre, c'est quand même la première fois qu'on le voit à WWE, a priori. Après, ouais, c'est plus anecdotique, mais aussi il y a aussi d'autres catcheuses à Stardom et tout ça, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ce point-là. Mais moi quand t'as dit Okada, je pensais genre qu'il était dans le public, quoi, quand tu nous as envoyé le message. J'étais en mode ah, où ça, comment j'ai pu louper En train d'applaudir parmi les nouvelles recrues NXT. En train de faire sa pause. C'est ça. Je te remplace, Félix, vu que malheureusement on a pu ton visage. Et bien voilà, bah, je crois qu'on a fait un tour. On verra ce que donne. Est-ce qu'il y a encore un show avant le In Your House ou il me semble. Non, c'est dimanche. C'est dimanche. Bon, et ben on verra le dimanche. In Your House, c'est dimanche. Je suppose. Enfin, ceci dit, on se plaint un petit peu et tout, mais il va sûrement être très très bien, hein, parce que une fois que les pay-per-view arrivent, ils assurent, hein, et là les matchs seront moi j'ai trouvé toute l'introduction de Karrion Kross assez mauvaise personnellement, et je trouve que c'est un peu débile de le mettre contre CM Punk parce qu'il va se retrouver dans un match où il va pas avoir l'air si fort que ça, puisque je pense qu'il va avoir probablement un très bon match assez disputé, donc ça sera un bon match, mais pas. Tu crois que ça va être un squash de CM Punk? Ouais. Je pense je banque pas là-dessus à 100%, mais c'est possible qu'il nous swerve un squash en mode oh là là, il a attaqué la nuque de Ciampa, il va l'emmener à la retraite et tout ça. Voilà, ça peut faire un truc sur le long terme et établir mais ce serait super dangereux, tu vois. Ce serait un peu un gâchis d'un match de Ciampa dans un pay-per-view, quoi. Ouais, mais bon. On verra bien, ouais.
On verra bien, c'est dimanche, on vous en reparle la semaine prochaine. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Je crois que c'est tout pour la NXT. C'est déjà pas mal, ma foi. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de la WWE et on va marquer, comme d'habitude, une courte pause pour le live. On revient tout de suite. En réalité, c'est magie, joie du montage et on enchaîne. C'est plus pour le replay avec l'AEW.